Dans cet épisode, avec Maxence, on va parler du workshop d'Alex Hormozy. Alors pour Maxence, ce sera le deuxième workshop, moi ce sera la première fois. Et en fait, on va vous parler un petit peu de comment on se prépare tous les deux à y retourner en septembre, et en termes de business, de stratégie, quelles sont un peu nos attentes et tout ce qu'on souhaite un peu mettre en place. Salut Maxence. Salut Alexa. Alors Maxence, moi j'aimerais un peu revenir déjà dans un premier temps sur le premier workshop. Quel était ton mindset avant de partir ? Bah écoute, le premier workshop, il avait ça de génial, c'est que pour moi, il était rentabilisé avant même que je rentre dans les locaux d'acquisition.com. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'avoir été sélectionné, d'avoir investi autant d'argent entre guillemets dans cet événement et de traverser la moitié du globe pour y participer, bah tu fais en sorte d'avoir le maximum d'infos, d'être le plus préparé possible, entre guillemets, d'être la meilleure version de toi-même, parce que quand tu y es, tu as envie d'en retirer le maximum, parce que bon, Alex Hormozy, tu le rencontres pas tous les 4 matins, et donc tu te dis, ok, c'est quoi tous les tenants et aboutissants de mon business, c'est quoi tous mes KPIs que je dois connaître sur le bout des doigts et sur lesquels j'ai déjà du levier avant d'y aller. Et donc en fait, j'ai tellement bossé avant, plus les quelques jours auparavant avec les Français quand on était déjà à Vegas, que le dimanche soir, le workshop c'était lundi matin, bah, le dimanche soir je me disais, au pire je suis pas venu pour rien. Donc c'est vraiment un événement qui, au-delà du fait de participer, de rencontrer des entrepreneurs et tout, ça te force à te poser les bonnes questions, à reposer les fondamentaux. Et en fait, on pense tous qu'on les a, les fondamentaux. Mais de toutes les personnes à qui j'ai parlé à Vegas, personne ne les a vraiment, en fait. On les oublie vite. Pourquoi ? Parce que généralement, les fondamentaux où tu es le plus fragile, c'est en dehors de ta zone de confort. Donc, tu as des trucs où tu vas dire « Non, mais ça va, il n'y a pas de problème et tout. » Et en fait, tu soulèves le tapis et tu te rends compte que c'est pas juste un peu de poussière, quoi. C'est vraiment il y a une montagne de poussière qui est dedans. Et y aller sans être prêt à soulever la montagne, bah, ça sert pas à grand-chose, quoi. Ok, donc là tu es en train de dire que tu as eu énormément de travail préparatoire. Ce travail préparatoire, tu l'as obtenu comment ? C'est en lisant les livres Offers et Leads, c'est en regardant les vidéos d'Hormozy ou c'est eux qui te l'ont envoyé avant ? Alors, avant le workshop, en fait, déjà pour le call où tu postules à ce workshop, il te demande vraiment d'être hyper clean sur tous tes KPIs. Dès que tu bookes le call, tu as une petite vidéo de Leila Hormozy qui te dit qu'en gros, si tu viens pas au call en connaissant tous tes KPIs sur le bout des doigts, t'es un connard, en gros, et t'as rien à foutre là. Donc, si t'es pas prêt et si t'as skippé sa vidéo encore plus, bah, c'est pas la peine d'y aller. Et effectivement, pendant le call, le mec il m'a demandé, c'est les KPIs à la Hormozy classique, hein, la LTV, la Lifetime Value, donc le coût d'acquisition client, la marge, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, les coûts fixes, etc. Enfin bref, il y en avait quand même une sacrée flopée, il y en avait une dizaine de mémoire. Et bah, tu te dis, ok, du coup, je vois lesquels il y a un bug en fait. Et du coup, tu as ça, tu reposes dessus, et ça, rien que de reposer ces KPI et de les remettre dans des nouveaux tableaux de bord, pose des questions. Et ensuite, ouais, à l'aéroport, je me suis mangé je sais pas combien d'heures de vidéos d'Hormozy, sachant que je suis parti de Londres, donc j'ai mis en gros 48 heures à y aller. Parce que j'avais pris un peu de latitude pour anticiper le décalage horaire aussi, être le moins décalqué possible. Et donc j'avais téléchargé en offline les 3/4 des vidéos d'Hormozy les plus punchy, on va dire. Donc j'avais pris ça, j'avais mes petites notes, j'avais mon carnet. Et le offers et le lead, pour le coup, je pense que je les connais quasi par cœur, donc j'ai pas eu à y retourner. Mais en gros, tu reposes tout ça et tu identifies tes zones de faiblesse. Et une fois que tu as ça, tu te poses des hypothèses. En fait, moi, j'aime bien le côté de dire ok, bah, j'ai tel problème, je vais poser telles hypothèses. Et ensuite, ok, c'est quoi le plan d'action pour chaque hypothèse ? Et avant de dérouler le plan d'action, de me dire ok, bah, laquelle des hypothèses paraît la moins con possible. Et c'est ce travail-là en fait que j'ai fait sur les. Il y a dû y avoir 1 mois au total entre le moment où on est sélectionné et le moment où on y va. Et bah, mine de rien, ça a occupé allez, un tiers de mon temps. Et pas tant de travail, quoi, mais un tiers de mon temps de cerveau disponible, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est le genre d'événement aussi, ça fait pas mal cogiter. Et j'imagine en plus, t'as payé combien sans indiscrétion sur le workshop ? Au global, là, on était sur un ticket à $10 000. Donc, ouais, Ouais, prends donc ça deux quand fois. t'investis, quand t'es prêt à investir 10 000 $, c'est vrai que ouais, faut mettre un tiers de ton temps, faut poser les chiffres et être le plus prêt justement à tirer le maximum de valeur finalement, hein. Et tu sais, c'est un peu comme le sketch. Je sais pas si tu le connais, mais je crois que c'était Gad Elmaleh, du coup, ça a dû être pompé ailleurs.
Mais le sketch du coca en montagne, tu sais, où tu payes 20 balles ton coca, c'est peut-être Franck Dubosc, en vrai j'en doute, on s'en fout. Tu sais, tu payes genre 20 balles ton coca, et du coup, la moindre goutte de coca, elle est hyper importante parce que bah, là, t'es à 1 euro la goutte, donc tu vas en savourer le maximum. Bah là, avec les 10 000 dollars du sujet, bah tu te dis, ok, bah en fait, mes dollars, ils se consomment petit à petit. Là, avec le niveau 2, on va y venir, ça va être encore pire, parce que du coup, c'est encore plus cher. Mais tu dis, ouais, je veux être sûr que, en fait, j'arrive pas là-bas avec juste une bouteille d'eau. En fait, je veux être sûr de repartir avec au moins un coca pour avoir un peu de goût. Et ouais, ça change un peu le paradigme. Ce qui fait, ça me fait penser, c'est que même si tu as un élément que tu connaissais déjà, parce qu'il y a 10 000 coachs qui te l'avaient dit, parce que tu l'as lu à droite à gauche, et tu t'étais toujours dit non, c'est pas pour moi, non, bah, etc. Mais en fait, quand tu as payé ça et qu'on te le dit, tu dis ouais, en fait, c'est peut-être pas con. Et au final, tu le savais déjà. Et c'est vrai, apparemment, dans une majorité des cas de coaching, c'est que la personne, elle a déjà la réponse, juste elle voulait pas l'entendre. Mais quand elle paye, bah, bizarrement, il y a un enjeu, il y a une transaction, et donc, bah, elle est prête à se mettre en marche. C'est vrai que c'est un peu même finalement peut-être les sujets aussi des formations en général. Il y a tellement de contenu gratuit sur YouTube qu'on pourrait tellement tout retrouver. Mais quand tu es prêt à payer la formation, c'est que tu veux que le contenu soit au même endroit et que tu tires le maximum de valeur tout de suite à un seul endroit. Ouais, c'est ce que bah, t'as Valentin qui était là aussi au workshop qui résume ça bien. C'est en gros, Internet, c'est une énorme carte routière où tu peux trouver globalement tout ce que tu veux parce que t'as forcément un péon à un moment qui a mis ça gratos sur Internet quelque part. Le truc, c'est que pour aller sur ce point de la carte, tu vas devoir consommer 22 pleins d'essence parce qu'en fait, c'est à l'autre bout du continent et tu le trouves pas et machin. Là où, quand tu prends une formation, un accompagnement, un coaching, un workshop, en fait, tu te retrouves avec un GPS et du coup, tu as juste à entrer ta destination. Et bah oui, évidemment, la réponse à ton envie d'aller à cette destination, c'est ce chemin-là, point. Et t'as pas d'alternative, t'as rien pour te perdre, etc. T'as éventuellement 2 itinéraires où on te dit, ok, celui-là, il prend 12 minutes de plus, mais tu vas voir la mer, machin. Ok, bon, au moins tu te poses la question, mais tu niches, entre guillemets, à 3 alternatives maximum. Alors que sinon, t'es soumis au flot d'informations souvent inutiles en plus, où tu te retrouves à chercher un élément où tu te dis, ok, c'est quoi la théorie des contraintes? Et tu finis par te retrouver sur la page Wikipédia du fonctionnement d'un four à micro-ondes et tu t'éclaires du ventre deux, tu sais pas comment. Donc, ouais, c'est important cette notion de GPS, je trouve. Et bizarrement, quand tu payes, c'est pareil avec les formations, hein, comme tu le dis. Quand les gens payent, bizarrement, bah, ils y vont. Même si les formations, tu as un autre sujet, c'est, je pense que tu l'as moins avec le cœur Mozi, mais tu as le cas dans certaines formations que j'avais achetées où en fait, c'est tellement gnangnan au début que tu as un taux de complétion qui est nul. Et de ce que j'avais vu sur les formations en ligne, tu as un taux de complétion qui dépasse à peine les 10%. Donc je pense que ça dépend aussi du montant investi. Tu vois, un truc que tu achètes à 9 euros, bah, peut-être que les gens s'en foutent en fait et ils se disent, bon, c'est pas grave. Ou même pire, j'ai payé 9 euros donc je le sais. Et en fait, t'as pas consommé le produit. Donc en fait, non, tu sais toujours rien. Mais là, du coup, bah, je sais pas, tu me diras comment toi tu te prépares pour le deuxième workshop. Mais quand tu alignes les ronds, entre guillemets, et que c'est un chiffre qui devient significatif à 5 chiffres en l'occurrence, tu raisonnes pas pareil. Enfin, je sais pas comment toi tu l'envisages du coup ce deuxième workshop. Enfin, parce que toi, ce sera la première fois. Donc comment toi tu te prépares à ça? Bah déjà, c'est vrai que je me remets beaucoup plus dans les contenus d'Hormozy. Je pense que là, tous les soirs à la pause déj, vraiment, c'est Hormozy, Hormozy, Hormozy. Aussi, beaucoup, aussi bien Alex que Leïla, hein, finalement. Parce que les deux, je trouve qu'ils apportent énormément en termes de business et en termes de mindset. Moi, j'essaye un petit peu aussi de travailler les petits éléments. Tu sais, un peu ce truc de mais vas-y, contacte les gens, construis bien ton offre, vraiment les basiques, parce que sinon, je sais très bien que je vais arriver là-bas et il va me dire mais attends, j'ai écrit 2 livres, tu les as lus. Et en fait, bah, commence déjà là, quoi. On ne peut pas arriver au niveau advanced sans avoir mis le niveau précédent en marche. Et donc là, je suis vraiment contente parce que tout est en train de correctement s'activer. Et là, j'attends vraiment cet effet un peu plus effervescence. Et moi, ce que j'attends aussi, c'est au-delà de ça, parce que je vois ici, il n'y a pas beaucoup de personnes finalement qui connaissent Alex Hormozy. En tout cas, c'est moi qui ai fait découvrir Alex Hormozy aux personnes que je connais qui le connaissent aussi. Et en fait, j'ai vraiment hâte d'arriver et d'être vraiment dans cette effervescence à Las Vegas en plus,
où c'est en plus très joueur, je trouve. Et là, on va se dire, on va y aller, ça va être joueur, ça va être sur le business et ça va dépoter. Ça va être avec des gros joueurs, ouais, c'est pas tout le monde qui peut aller à ce type de workshop en tout cas, et qui peut en tout cas en tirer parti, parce que si t'as un business un peu plan-plan, qui est pas scalable ou quoi que ce soit, en fait, si t'as pas couvert ce que Alex dit dans Offers, finalement, c'est pas la peine d'y aller parce que t'as rien à scaler en fait, puisque t'as pas de product market fit, donc t'as pas d'alignement avec ton marché, ton produit, personne n'en veut. Ça c'est un autre problème en fait. Même si t'as quelques personnes là-bas qui ont pu atteindre un certain palier, t'en as qui faisaient 2 millions avec une offre et ils se sont rendus compte qu'il y avait un taquet, qu'ils n'arriveraient pas à aller au-dessus. Et passer les 2 millions, du coup, ils pouvaient dénicher un peu, ils pouvaient dézoomer et adresser soit le problème suivant, donc une notion d'upsell, soit une notion d'offre différente sur une autre cible où l'offre, la résolution d'un problème plus ou moins similaire derrière peut être packagée. Mais en dessous d'1 million, de toute façon, tu n'avais pas le droit d'en entrer déjà de une. Et de deux, tu n'as pas à te poser trop de questions en fait, parce que normalement ton offre elle est censée être assez mécanique pour aller jusqu'au million. Mais je sais que sur Mavericks, du coup, il y a eu pas mal de travail sur l'offre et il y avait peu d'activation finalement sur le deuxième bouquin, sur les leads, sur l'acquisition. Même si tu me corriges, hein, mais il y a beaucoup de monde qui démarre avec de l'acquisition de leads sur une offre qui est bancale finalement, qui crame ses leads aussi, parce qu'ils y vont avec une offre qui est nulle. Du coup, le reflet, c'est que quand l'offre elle est nulle, tu te dis la personne qui propose ça, elle est pas non plus hyper futée. Donc tu as ce truc-là. Et du coup, il y a eu un gros taf qui a été fait sur l'offre. On l'a fait à deux en bossant du Hormozy pour le coup, mais c'est passé par pas mal d'étapes. Donc, selon toi, c'est quoi la prochaine étape aussi en termes de lead? C'est quoi le gros game changer que tu vas chercher chez Alex et Leïla? Est-ce que c'est sur du sales? Est-ce que c'est à nouveau sur l'offre pour essayer de la rendre encore meilleure? Est-ce que c'est sur du closing? Est-ce que c'est sur je ne sais quoi? C'est vrai que déjà, il y avait le gros travail sur l'offre. On aurait pu sortir un truc en 1 mois à 3 mois et on s'était dit, on y va, on fait de l'argent dessus. Mais il y aurait eu ce truc de un peu niveau toi, quoi, un niveau où en fait on n'aurait pas pu péter ce plafond de verre. Et c'est pour ça que moi ça m'intéressait même pas de passer autant de temps dans un contenu finalement de pauvre qualité, parce que ça aurait été exactement ça, quoi. Moi c'est vraiment le truc value, comme Hormozy finalement le dit. Là, l'avantage aussi, c'est que moi, je pars sur un passé de traffic manager, donc la partie advertising, tout ça, elle est amplement maîtrisée. Il suffit de la lancer, on connaît les bonnes pratiques, on les a. Moi, je me challenge maintenant beaucoup plus sur la partie sales et surtout le closing. C'est un peu le travers qu'on remarque. Il y avait pas mal de gens aussi dans la pièce qui étaient un peu avec le syndrome de l'expert. C'est que quand tu as fait beaucoup de done for you, donc en gros, toi comme moi, on a bossé pour des clients et on bosse encore pour des clients, on fait pour eux. Donc tu as ce côté où je sais faire sur le terrain. On est en train de passer, en tout cas sur le business qui nous intéresse, sur du done with you à du do it yourself presque. Il y a les trois mécaniques, pour rappel. Done for you, c'est on fait tout pour toi, c'est je te livre un meuble qui est déjà monté. Done with you, c'est je te livre un meuble qui est préassemblé et je te donne les bonnes indications et tu n'as plus grand chose à faire parce qu'il est préassemblé. Donc tu as une partie qui est faite par l'ouvrier à l'usine et une partie qui est faite chez toi. Et tu as le do it yourself où c'est tout connement le meuble qu'il y a, où tu n'as rien qui est foutu, tu dois tout te démerder et tu te retrouves avec des pièces à la fin où tu sais pas trop quoi. Le passage du done for you où tu es en contrôle total et tu peux t'adapter, même si Hormozy n'aime pas. Elle aime bien standardiser. Tu dois t'adapter tu peux t'adapter à chaque client à un modèle de do it yourself qui est beaucoup plus packagé, qui demande de connaître toutes les zones d'ombre. Et tu vois que ça a aussi un point d'insatisfaction dans beaucoup de formations, c'est que c'est des vérités hyper générales et tu as un 80-20 qui n'est pas rempli, le contrat il n'est pas rempli parce que tu peux pas activer tout ce que tu as vu. Et en plus, là où c'est dommage, c'est que il te reste des problèmes. Et ça, quand tu vas chercher un produit payant, te retrouver avec un problème où, oui, tu étais au courant que tu allais devoir le faire toi-même, mais tu t'attendais à ce que la notice, elle soit en français, claire, avec des photos, etc. Et tu te retrouves avec la notice en chinois, sans photo, et c'est même pas le bon produit, en fait. Donc, tu as ce côté où
le do it yourself, vendre un produit en do it yourself sur de la formation comme ce qu'on fait là, ça a soulevé mes masses de poussière. Enfin, je sais qu'on a passé des soirs, des week-ends, des nuits. C'est monumental en fait, parce que tu dois anticiper tout ce que les gens, tout ce dont les gens auront besoin en fait. Et on a dû affiner la cible. Enfin, c'est assez costaud. Je pense que là, t'as raison de dire que l'offre, on aurait pu la sortir plus vite, elle aurait été moins bien. Hormozy, il a encore changé des trucs de quand je suis revenu là en avril, parce qu'on a encore coupé des branches, on va dire, à l'offre pour la rendre plus costaud, mais du coup, on a élargi les branches qui restent, si la métaphore elle fait sens. Et du coup, là, le produit, moi je suis content parce que c'est enfin un produit qui a une cible, qui est surtout focus sur les agences, les consultants. Il résout un problème qui est celui de la délivrabilité qui est nulle en agence, en général, en moyenne marché, qui adresse le problème que la LTV moyenne chez les agences, elle est hyper faible, 3 mois, alors que nous, dans l'agence où on est à 16,5 mois de lifetime value, donc ça veut dire qu'un client qui signe maintenant, on arrive à le servir pendant en moyenne 16,5 mois, donc on arrive à le facturer aussi pendant 16,5 mois. Pourquoi ? Parce qu'on a une excellence de service, et c'est cette excellence de service qu'on essaye de packager. Et ça, c'est un shift total versus toutes les formations plan-plan de je t'apprends à faire du Google Ads, je t'apprends à utiliser Meta, machin, ouais, ok. Et alors, en fait, t'as un gros so what derrière. Et ça, pour le coup, je sais pas comment tu le vis avec le recul, le fait d'avoir autant chamboulé l'offre et de l'avoir autant musclé finalement. On l'a foutu sous stéroïdes, quitte à s'en rendre malade, mais t'en penses quoi de l'offre aujourd'hui qu'on a ? Moi, je pense que, en fait, déjà, c'est bien de se former, mais la formation comme on l'a aujourd'hui disponible, je trouve que c'est embêtant au plus grand point, parce qu'en fait, tu dois passer tout ce temps-là, et finalement, c'est pas tant que ça activable, effectivement, pour toi, ton client. Sauf que toi, tes problèmes, tu les as aujourd'hui. T'as pas le temps de passer 6 mois dans une formation sur des banalités. Faut savoir poser des bases, faut savoir vérifier ses bases, mais après, faut monter d'un niveau. Et je trouve que là, même la forme dans laquelle c'est proposé aujourd'hui, moi, je sais que c'est pas du contenu que je consomme. Et en fait, je pars du principe que si ce contenu-là, je le consomme pas, mais il y a personne qui va le consommer, quoi. Parce que je suis, d'une certaine façon, ma propre cible. Et du coup, ouais, je me dis aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui va être activable. Moi, je vois, on me contacte sur LinkedIn, on me dit, mais comment tu vas chercher des clients Comment, ok, t'as atteint tes objectifs, mais au bout d'un moment, c'est quand même mieux d'aller quand même au-dessus et d'aller scaler et de rentabiliser tes investissements. Tu réussis tout ça, tu veux des nouveaux clients, mais t'as qu'une seule personne, ton propre temps, faut savoir multiplier ton temps. Donc comment tu automatises et tu processises les petites tâches pour rendre ton temps beaucoup plus valuable et d'aller chercher la valeur ajoutée. Et en fait, c'est tout ça qui est couvert finalement aujourd'hui dans ce qu'on propose, qui n'est pas couvert dans une simple formation Google Ads ou une simple formation CRM. Ouais, tu vois, les modules, typiquement, comme tu dis, au bout d'un moment, de toute façon, ton temps, il va être limité. Et quand tu discutais avec la team d'Hormozy, ils disaient, ouais, mais en fait, vous faites juste la carto, ok, vous avez tous les leviers. Ce que nous, on trouvait déjà cool, c'est de dire que tu as une formation où tu as et du Google, et du Meta, et de l'email, etc. Et c'était déjà, t'en as pas 10 000, je pense que t'en as même pas en francophone, pour le coup. C'est que des formations anglophones qui ont vraiment tous les leviers comme ça. Et derrière, en fait, c'était ouais, mais est-ce que c'est vraiment le levier ? Et en fait, non, parce que la personne, elle a beau être la meilleure du monde sur Google Ads ou la meilleure du monde sur l'email marketing, la grande question sur comment tu vas garder tes clients, c'est comment tu communiques avec tes clients, comment tu fais éventuellement des upsells derrière, comment tu t'assures que tu gères ou en tout cas tu génères des résultats dans le temps, et surtout après, comment tu embauches, comment tu formes les gens que tu as embauchés, comment tu t'assures qu'ils soient aussi bons que toi, qu'ils respectent tes process de communication, tes process de delivery. Et en fait, c'est devenu une machine à delivery. C'est la vente et autres, finalement, ça vient plus ou moins tout seul, même s'il y a des ressources. C'est les ressources que tout le monde connaît pour le coup. Ça, entre guillemets, le meilleur bouquin de vente, en tout cas de génération de leads, ça reste le petit bouquin bleu d'Hormozy. Mais pour le coup, ça sert à rien. Et c'est là où il y a un fatras d'imbécilité en ce moment en France, c'est que tout le monde te vend des machines à clients générer, je sais pas, 50 contrats par mois, machin. Enfin, c'est qui a la plus grosse, entre guillemets. Et tu te dis, mais à un moment, les gars, vous allez chercher des clients, mais comment vous allez les servir ? Et là, mais tu peux demander même, moi je fais un peu de contre-prospection, tu sais, les gens qui viennent me voir en DM, je les challenge un peu, je les titille. Et
dès que tu commences à parler de delivery, mais ça bégaye en ouzbek, il n'y a plus personne, c'est lunaire, et c'est en mode, balèque, l'important c'est d'avoir encaissé, machin, et ça, là t'en reviens à des considérations éthiques, d'une part, qui est que tu arnaques tes clients, hein. Tu reconnais que oui, tu vas prendre 3 mois de ticket pour arnaquer un client, ok, parce que tu n'as aucune idée de ce que tu fous sur ses comptes pub, donc en plus de ça, tu lui fais perdre du temps, tu lui fais perdre de l'argent, et tu lui fais cramer ce budget qui aurait pu servir à autre chose et qui aurait pu donner beaucoup plus dans les mains de quelqu'un de plus compétent. Donc il y a le côté éthique, ça c'est un sujet, ça, chacun voit midi à sa porte là-dessus. Tu as le sujet LTV pour le coup, où du coup tu es en chase constant de nouveaux clients à faire rentrer dans ta machine, donc tu comprends pourquoi ils ont besoin d'autant de clients ces gens-là, contrairement tu vois sur l'agence, sur MSKD, on n'a jamais eu de prospection externe. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a absolument pas besoin. Là, je commence parce que, suite au workshop, je me suis quand même un peu bougé le cul. Mais sinon, on n'en avait pas besoin. C'était du full inbound. Mais ces gens-là, en fait, ils peuvent pas parce que l'inbound, c'est long. T'as des clients, nous, ça fait 2 ans qu'ils suivent les contenus et ils débarquent pour un contrat après. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas le temps parce que quand tu as une LTV de 3 mois, tu es obligé de faire rentrer toujours du monde dans la machine. C'est limite un Ponzi, le truc. Donc ça, c'est le deuxième problème, parce que du coup, ça crame beaucoup de cerveau d'avoir la prospection en tête. Et le troisième problème, le pire, c'est celui de la réputation. C'est-à-dire que tu vas mal servir un client, ok, du coup, tu peux être sûr qu'il va te torpiller 10 autres contrats. Hormozy, il le disait assez souvent. Bizarrement, c'est les vidéos que tu vois moins d'Hormozy, parce que les gens préfèrent les trucs de sales, de machin, de millions, etc. Et les trucs où il dit vendez pas de la merde, bizarrement, t'en entends pas trop parler. Donc, tu as ça, et généralement, tu le vois surtout sur LinkedIn, tu as des gens qui débarquent, ils vendent un service qui pourrait être très bien dans des mains compétentes, encore une fois. Ils le font pendant 6 mois, ils disparaissent 6 mois, ils reviennent avec un autre service, et puis c'est un jour je te vends du social ads, un jour je te vends du graphisme, un jour je te vends du copywriting, et puis maintenant je fais expert ChatGPT parce que c'est à la mode, et puis demain c'est les cryptos et les machins. Et en fait, les gens, ils vont faire que ça. C'est du niche popping, comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur la communauté des gens qui ont besoin de leur service A au moment donné, ils font 6 mois, ils se crament, ils disparaissent, le temps de se rebrander et autres, de faire une nouvelle photo de profil, etc. Ils refont une niche B, ils vont, ils crament, machin. Mais ça ne va pas durer. Et en tout cas, ça doit être une énergie, une déperdition d'énergie de fou. Donc, ouais, c'est assez lunaire finalement. Et c'est là où tu vois qu'Hormozy peut être cité de plusieurs manières différentes, mais où les gens le mésinterprètent, entre guillemets, assez fortement, en fait. Je sais pas si tu as des exemples en tête de trucs où les gens se fourvoient complètement sur ce que disent Alex et Leïla, mais... Si, moi j'aime bien justement cet exemple de niche, qui est quand même incroyable. Alors déjà, je trouve qu'il faut déjà remettre sur le contexte de qu'est-ce qui se passe aux États-Unis versus qu'est-ce qui se passe en Europe. Nous, on a quand même aussi tout ce qui est RGPD, le consentement, ne serait-ce que pour la partie advertising. C'est pas Dallas ici. Et donc, il y a déjà ça aussi. Je trouve qu'il faut déjà remettre en contexte. Donc, je prends l'exemple de cette niche où on te dit il faut que tu choisisses une seule cible. Et c'est vrai que nous, ça a été un vrai sujet de se dire mais qui est notre niche ? Et parce que nous, on fait du Google Ads, du Meta, du CRM, du SEO, on fait plein de choses. Et en fait, est-ce qu'on devrait se focus sur seulement une chose ? Mais ça nous embête un peu parce qu'en fait, nous, nos clients, qui je rappelle à 16,5 mois de lifetime value, ils nous apprécient pour ça parce qu'on est capable de tout faire. Et en fait, moi, du coup, je trouve qu'on a pris le contre-pied de la niche. C'est que vu que tout le monde est niché sur un canal, nous, on récupère une niche à faire justement tous les autres. Et je trouve aussi qu'il y a ce truc-là où des fois, je trouve que et je pense que c'est Schwarzenegger qui dit ça, c'est qu'on peut avoir des résultats ou des excuses et pas les deux. Et je trouve que dans le contenu qui est proposé par Hormozy, il y a des gens, ils vont se buter sur des choses. Typiquement, ça peut être l'offre aussi, très clairement, la construction de l'offre, de quelque chose, etc. Mais Hormozy, au bout d'un moment, il va dire, tu dois faire ce job. Do the job. Do the job, do the fucking job, c'est ça. Je voulais pas le dire. Mais c'est vrai que ouais, c'est là où... T'en as beaucoup qui pêchent, c'est le moment où en fait tu prends beaucoup d'inspiration, mais en fait t'as peu de passage à l'action. Sauf qu'en fait tu peux avoir la meilleure théorie du monde, mais si à un moment tu passes pas à l'action, so what ? Et c'est marrant ce que tu dis sur l'espèce de surniche, entre guillemets.
Parce que moi, je suis arrivé avec ce problème-là. On avait un questionnaire à remplir aussi avant. Et moi, j'étais emmerdé parce que j'avais fait plusieurs accompagnements. J'avais parlé à plusieurs personnes qui me disaient ouais, mais toi, de toute façon, on comprend rien. Est-ce que tu fais du Google Ads? Est-ce que tu fais du e-commerce? Est-ce que tu fais du lead gen, machin? On comprend rien. Ok, maybe. Et en fait, j'ai pas parlé à ces gens qui pouvaient être mes clients, je pense, parce que ça, c'est des feedbacks de pairs ou de personnes transverses, entre guillemets, qui sont aussi freelance sur LinkedIn, qui publient sur LinkedIn, etc. Et en fait, j'arrive là-bas, ils me disent non, mais en fait, ça, c'est des leviers. Toi, le service que tu vends, c'est du marketing, c'est de la croissance. Donc, en fait, c'est juste des extensions d'un même service, mais c'est comme si tu disais ah bah non, moi je suis carreleur, mais je fais que poser le carrelage, je fais pas les joints. Parce que eux aussi ils sont en avance. Donc en fait, ils savent que, ben, oui, si aujourd'hui tu es niché, tu fais que du Google Ads, ils savent que si tu changes pas un peu de braquet, bah t'es dead. Parce qu'eux, ils ont déjà cette vision plus holistique que nous on avait de base, donc ça c'est cool. Et la France, bon, ça va bien finir par arriver comme d'hab, hein. On attend le retard qu'il y a là-dessus, mais pour eux c'est un seul service. Et j'aime bien cette idée de c'est comme le carreleur qui te fait pas les joints, qui met pas la colle, machin, qui fait que poser le carrelage. Et bah, quand tu dois refaire une pièce, tu vas pas demander à un mec de poser le carrelage, à un autre de mettre la colle, à un autre de mettre les joints. C'est complètement débile. Parce que du coup, ton carrelage, il ressemblerait à rien, probablement. Surtout si t'en as un autre qui met les petits trucs d'espacement, là. Ça te fait 4 personnes qui vont se projeter la faute entre elles, qui vont mettre un temps fou à bosser, etc. Bah, cette image-là, elle est hyper clean et ça renforce, je trouve, le positionnement holistique, encore une fois, et pour la partie agence, et toi pour la partie formation. Je sais pas si on peut encore dire formation d'ailleurs. C'est plus, Ouais, j'aime plus ce mot-là. Mais on parlera de formation, c'est ce à quoi ça ressemble le plus. ouais, c'est plus. En fait, il est en train de sortir des termes là sur ça, parce que forcément, comme il a investi dans School, maintenant c'est un peu aussi son nouveau credo pour le coup. Il nous l'a pas trop survendu pendant le premier workshop, ça va. Mais n'empêche qu'on a quand même pris un abonnement School, alors qu'on était sur un autre levier, enfin sur un autre outil. Mais vraiment, si tu avais un truc que tu voudrais voir changer entre avant et après le workshop, un point de ton quotidien, de ta vie, du business, ce serait quoi? Alors je dirais que moi, ce que j'attends le plus, c'est peut-être d'arrêter de me mettre des propres barrières. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, et que je disais juste avant, hein, de pas lancer quand on a son offre, etc. Je pense que je le fais encore sur pas mal d'éléments. Et c'est du coup d'avoir un mindset où je suis beaucoup plus prête à faire les choses et que je les assume surtout. Ouais, et par exemple, dans les choses que tu n'assumes pas aujourd'hui et que tu voudrais te faire matrixer par Leïla, je pense que c'est un peu le terme quand Leïla, elle parle aux femmes en général, surtout, même si elle dit des trucs très intéressants pour les hommes aussi, mais je pense que c'est sur les femmes où elle a le plus de levier. C'est quoi le truc, même limite déjà dans le suivi de ses contenus, le truc qui t'a le plus fait vriller mentalement? Je crois ouais, c'est vraiment ce truc de empowerment. Où vraiment, quand tu regardes du contenu de Leïla, t'es prêt à soulever des murs, des blocs de pierre incroyables. Enfin, tu vas te transformer et t'es vraiment prête à faire le job, en fait. Et ça, je pense que ouais, c'est quelque chose moi, qui m'épate un peu le plus. Et j'aime aussi, c'est comment elle décomplexifie tout. C'est en fait, Leïla, elle a du temps, elle sort de la salle de sport. Elle a du temps, elle a encore les cheveux attachés, à moitié en sueur, et elle va te sortir un contenu. Et elle va le faire, le contenu. Que ce soit une petite story, un petit tweet, le contenu. Il y a vraiment pas d'excuse. Elle se sent pas bien, elle est au bout de son lit, elle est avec son ordinateur, et elle va bosser, parce qu'elle va faire ce putain de job, et le job, il est fait. Et je trouve que moi, j'ai encore un peu de mal à... Je me trouve toujours un peu des excuses, un peu trop perfectionniste aussi, peut-être, je pense, finalement, de vouloir toujours ce truc de très qualitative. Mais en fait, ce qui compte, finalement, c'est pas la forme, c'est le fond. Ouais, bah c'est comme quand tu te lances sur YouTube, on s'est lancé en même temps, mais tu veux bien faire, tu crois que tu fais le mieux que tu peux aujourd'hui, et en fait, quand tu regardes, il y a des rushs même qu'on a fait à deux qu'on n'a jamais sortis, parce qu'ils étaient déjà honteux à l'époque, mais quand tu regardes par rapport à aujourd'hui, bah oui, c'est mieux, mais si tu attends d'avoir le mieux, ou en tout cas le parfait pour démarrer, bah en fait, tu démarres jamais, et c'est ça le truc, tu le vois sous les vidéos d'Alex surtout, parce qu'il est un peu plus en mode testostérone, machin, il ratisse un peu plus large. Tu le vois, les mecs qui sont là, qui doivent passer leur journée à regarder des vidéos d'inspiration et qui font jamais rien.
Et ce qui est cool au workshop, c'est que t'as pas cette population-là, parce que c'est pas la population qui est prête à mettre 10K dans un workshop. Et au niveau 2, moi pour le coup, j'espère qu'il y en aura encore moins, parce que pour le coup, tu repayes pour faire 2 sessions de ce qu'ils appellent le Value Acceleration Method. Donc c'est comment tu accélères la prise de valeur de ton entreprise, que tu veuilles la vendre ou pas. En fait, eux, ils considèrent que si tu gères bien une boîte comme si tu allais la vendre, bah bizarrement, même à gérer, elle est mieux. Même en termes de cash flow, elle est mieux. En termes de sérénité mentale, elle est mieux. En termes de stabilité, etc. Et ils prenaient l'exemple d'ailleurs pour ça, de la maison. C'est le premier truc qu'ils nous sortent le matin quand tu arrives. Ils te montrent 2 maisons. Une, c'est 2 dessins tout pourris. On dirait que c'est Alex qui les a fait. Tu vois la maison de gauche qui est toute rapetissée, qui a des fenêtres qui manquent, etc. Et tu as la maison de droite qui est nickel et tout. Et il dit bizarrement, quand vous vendez votre maison, vous avez tendance à vouloir la faire passer de l'état de gauche à l'état de droite, de la faire passer d'un cloaque dégueulasse à un truc hyper propre qu'un acheteur peut vouloir. Et bizarrement, quand vous faites ça, on a tous connu quelqu'un qui avait fait cet exercice-là et qui voulait habiter plus longtemps dans sa maison parce que d'un coup, elle était devenue plus accueillante. Et en fait, ils disent qu'une entreprise, c'est pareil. T'as des gens qui vivent dans une entreprise avec des volets complètement cassés, avec des marges dégueulasses, des problèmes, des machins. Et bizarrement, quand tu fixes ça, ils ont plus envie de vendre. Ils ont envie d'y passer plus de temps parce que c'est mieux. Et ça, pour arriver à cette réflexion-là, je trouve, et c'est pour ça qu'ils le mettent moins. En tout cas, je ne l'ai pas vu sur YouTube ou dans les contenus Insta et autres du bonhomme. Pour avoir cette conception-là, il faut déjà avoir un business, il faut déjà comprendre cette logique-là, parce que si tu n'as pas de business, c'est même pas que ta maison elle est dégueulasse, c'est que tu as juste un parpaing qui est posé par terre en fait. Et si à un moment tu ne te bouges pas le cul pour empiler les parpaings les uns avec les autres, tu n'auras jamais la maison même dégueulasse de gauche. Donc vendre une belle maison, c'est encore inatteignable. Et du coup, être avec des gens on a tous plus ou moins des maisons un peu branlantes quand même dans le workshop, mais d'être avec des gens qui veulent une belle maison, une belle entreprise, ça te met dans un mood qui est complètement différent de même, tu vois, si tu zones sous les commentaires d'Alex, je connais pas trop celui-là, mais tu zones sous les commentaires d'Alex, c'est du fanboy, c'est des gens qui montrent jamais un business, je pense, ou qui procrastinent énormément. Et c'est chiant en fait, t'as aucune valeur à lire les commentaires. Enfin, je l'ai fait 3-4 fois dans ma vie, je pense pas plus, mais t'as aucune valeur qui transparaît dans les commentaires en mode ah oui, mais d'ailleurs, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Comme tu peux l'avoir dans des masterminds où il y a des rebonds qui sont intéressants. Alex il ratisse tellement large que c'est vraiment chiant en fait pour le coup. Donc le fait d'être avec des gens qui ont cette valeur et avec qui j'ai gardé contact pour le coup, j'ai gardé contact avec une dizaine de personnes du workshop. On continue de faire les avancées. J'ai un coffee break demain avec un des participants d'ailleurs pour voir un peu comment on a avancé chacun de notre côté. T'es pas sur le même niveau et t'es pas sur le même niveau d'échange et ce que ça t'apporte en fait. Donc je pense que ça c'est un des trucs qui pourra aussi t'aider probablement, c'est en faisant du lien avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes que toi, mais qui peuvent t'aider avec tes problèmes et toi tu les aides avec leurs problèmes parce que tu as cet effet miroir. Et pour un bon effet miroir, il faut des gens qui sont plus ou moins du même niveau, des gens qui sont ok avec le fait d'être coaché et de se coacher entre eux, de pas avoir un ego qui dit bah non, moi absolument pas, je suis pas comme ça, machin. Ça, c'est une vraie valeur que tu vas retirer aussi de ce genre de workshop. Mais c'est vrai avec tous les ateliers, quand tu commences à aller dans certains masterminds et autres, t'es avec des participants qui sont pas là par hasard. Donc là, le fait d'être avec des gens qui consomment du Hormozy en plus, enfin des Hormozy même, les deux, t'es avec des personnes qui ont un mindset différent, qui ont des méthodes différentes. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un truc qui va être assez intéressant pour toi. Ouais, c'est vrai que moi j'attends vachement, c'est vraiment, je leur dis, hein, c'est aussi les gens qui vont être avec moi, parce que je me sens toujours des fois un peu en décalage avec ici, je trouve qu'on a des méthodes très françaises, etc., où là, moi j'ai plutôt envie je sors pas par la porte, je sors par la fenêtre. Et du coup, j'aime bien aller chercher un peu ce truc un peu plus sneaky, et vraiment aller chercher et pousser quelque chose, mais parce que j'ai toujours été un peu, aujourd'hui, moi, je sais pas faire quelque chose, je me documente, je me renseigne et je sais le faire. Je vais pas te monter la meilleure page de vente, la meilleure landing page. En attendant, demain, je vais faire le taf. Si tu me demandes d'en sortir une, je vais t'en sortir une. Elle sera en état. Je suis pas UX UI là-dessus, j'ai pas des notions de code.
mais je peux me démerder, je peux faire ce boulot justement. Et là, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on va tous être avec déjà cet état d'esprit où on va se dire qu'on a 10 doigts et on utilise nos 10 doigts pour s'en sortir et pour faire quelque chose dans le business. Et là où, comme tu disais, il y a des choses où on va être plus agile. Moi, sur la partie advertising, quelqu'un d'autre sur la partie peut-être sales, closing, quelqu'un d'autre sur l'offre. Et il va y avoir quelque chose qui va vivre aussi. Et je pense aussi on va sortir de, justement, cet effet de ces très très hautes aux US. Et je crois, moi, ce qui m'avait le plus aussi impressionné, et pour montrer aussi à quel point c'est varié, parce que pour l'instant, moi, je vois beaucoup d'infopreneurs, même de solopreneurs, qui font un peu des choses assez similaires à ce qu'on peut faire. Mais tu me disais qu'il y avait un dentiste au workshop d'Hormozy au premier. Moi, je trouve ça incroyable de voir que vraiment, ça peut concerner absolument tout le monde. Et comme tu le disais, peut-être un peu trop tout le monde des fois. Mais je pense que justement, du dentiste, t'en apprends beaucoup. Comme lui, il va apprendre énormément de toi. Et c'est cette pluralité qui va vraiment aussi faire monter la valeur finalement. C'est ce que dit aussi Hormozy dans ses contenus en général, c'est que whatever la passion que tu vas avoir pour ton métier, il y a un niveau du business où au final on a tous le même chapeau, on a tous les mêmes besoins. Tu vois, tu parlais de page de vente, tu parlais de copywriting, etc. Bah oui, en fait, à un moment du business, on a tous besoin de savoir faire ça. On a tous besoin d'avoir une page de prise de rendez-vous ou de créer du contenu qui ramène des gens, etc. Même le dentiste, il doit expliquer ce qu'il fait. Si c'est bah non, je fais pas de chirurgie, machin, je fais que les implants, je sais pas quoi, je connais rien en dentisterie, on dirait comme ça. Mais quand tu vois, j'étais dans la table ronde avec le bonhomme et il avait un énorme palier de verre parce qu'en gros, c'était le seul de son cabinet à faire vraiment à tirer de la valeur de ses prestations. Et il avait du mal à s'associer, il avait du mal à embaucher, il avait du mal à déléguer, à processiser. Et en fait, tu remplaces le fait de soigner des caries par le fait de vendre des coachings de dog training. Il y avait un autre gars qui vendait ça en local. En gros, c'est un éducateur canin, on va dire ça comme ça, qui a des franchises dans plusieurs localisations et qui, du coup, lui, il avait déjà réussi à processiser. Maintenant, il avait un enjeu, c'était de réussir à réduire le time to value de chacune de ces localisations. Bon, c'est comme si demain, le dentiste, il scale, entre guillemets, et il se dit, ok, en fait, aujourd'hui, je suis en Floride, demain, je veux être dans l'Oregon, machin. Ok, très bien. C'est les mêmes problèmes, en fait. Tu as des problèmes de localisation, des problèmes d'embauche, des problèmes de process, et c'est la même chose partout. Et oui, c'est un peu trop large, parce que tu te retrouves avec des gens où, des fois, limite, tu as du mal à trouver un common ground à parler Hormozy, et tu vas pas parler que de ça avec les gens, parce que on consomme tous le même contenu, voilà. Mais t'as des mecs, t'avais un gars qui faisait plus d'1 million en faisant que de la photo pour agence immobilière. Et lui, pareil, c'était déléguer, répliquer le système. Et t'avais beaucoup cette notion de création de système indépendant, de dire, mais en fait, mon entreprise est un système qui, quand on injecte de la valeur, que ce soit de la valeur en temps, en ressources ou via des process qui s'améliorent, en fait, cette valeur, tu rentres 1, tu sors 2. Donc le client, il vient, comme ça, il rentre 1 et il ressort 2, par exemple. Et ça, tu le retrouves dans tous les business. Et un business où le client, il rentre 1 et il sort moins que 1, tu n'auras personne. Un business où un client rentre 1 et il ressort 10, tu auras beaucoup de clients. Et ainsi de suite. Et quand tu démystifies ça, tu te rends compte que tu gommes toute la passion qu'il peut y avoir pour ton métier. Il y avait 2 personnes qui avaient aussi une agence marketing. Tu en avais une en Australie, Talia, et tu avais un gars qui avait la même chose en Alaska. Pourquoi pas. Il faisait du nationwide. Lui, il était niché justement sur les cabinets médicaux. Mais bref, il était basé en Alaska. Ça m'avait fait rire. Et t'avais que 2 agences market dans les gens avec qui j'ai parlé. Et pour autant, j'ai encore de très bons échanges avec d'autres participants parce qu'on est sur la création de nos systèmes, sur l'amélioration de nos process. Et ça, c'est vrai pour tous les business en fait. Donc, oui, un peu du tout non, parce que t'as des mecs, t'en avais un, ça faisait 40 ans que l'entreprise familiale retape des meubles anciens. J'ai beau bien aimer les meubles, mais ils sont 3 salariés, ils font plus de 2 millions, bref, les US. Il y avait moins d'atomes crochus, même si le mec est très sympa, il ressemblait à Zach Galifianakis, donc c'est rigolo et fou. Il était assis à 2 places de moi, c'était le voisin de Val, et il était très cool. Mais il y avait moins cette notion d'échange, parce que lui, il était plus sur une autre planète, entre guillemets, en termes de maturité quand même. Parce que
Lui, limite, c'était pas un problème du tout d'acquisition, c'était un problème de livraison, mais qui datait d'il y a 40 ans. Donc là, tu as une inertie de fou. T'as pas la même agilité que quand tu parles à des mecs, tu vois, le gars qui faisait les photos pour les agences IMO, ça faisait 1 an et demi qu'il était lancé à peu près, et juste, il a une tête bien faite, il bosse énormément. On n'est pas sur du 9h-17h, du lundi au vendredi, machin. Donc le mec, il a explosé son truc en 1 an et demi, et là, il est prêt à étendre à plein de localisations. Là, tu as des choses à dire. Le mec qui végète depuis 40 ans, c'était un peu plus compliqué. Mais comme il vient de reprendre la boîte familiale, il est là, donc tu vois qu'il a envie de se bouger les fesses. Mais voilà, il y avait moins d'atomes crochus avec lui. Mais je pense que c'est aussi un sujet de passion finalement, parce que là, il reprend une activité familiale et je trouve que vraiment, quand tu as ce truc de passion, et je pense aussi que tu es un peu l'enfant de 6 ans qui vient d'avoir sa première Game Boy à Noël, tu vois. Moi, je vois aujourd'hui, quand je parle de business, quand je parle de Google, de ce que je fais, c'est que vraiment, j'ai l'impression que je joue, quoi. Et vraiment, c'est ça qui va m'éclater. Et de voir que la personne en face, avec ses petites étoiles dans les yeux, parce que en fait, elle a ce truc-là de passion, et tu sais que tu vas pouvoir en parler pendant des heures et des heures, et vous allez tirer vers le haut. Je pense que là aussi, tu as le fait que c'est une entreprise familiale, c'est une passion qui est partagée. Donc il y a moins cette effervescence dessus, et qui pourrait avoir joué. Mais c'est ça aussi que j'ai vraiment hâte de voir avec le workshop 2. C'est vraiment de voir cette passion. Et de toute façon, moi je dis toujours que les gens passionnés sont passionnants. Et c'est aussi avec eux que tu apprends le plus. Et de leurs propres échecs aussi, comme de leurs victoires. Parce que des fois, c'est tellement plus intéressant de voir les échecs, de comment ils en sont arrivés là, plutôt que des petites victoires que finalement tout le monde va un peu faire le coq et à se vanter sur les LinkedIn et machin. On en voit beaucoup d'ailleurs en ce moment. Des fois, c'est peut-être un peu plus sur les échecs que tu apprends pour justement pas trop répliquer. Moi, je vois quand les gars me disent mais j'ai passé 10 000 heures à créer ma formation et je te la résume en, je sais pas, 15 heures. Et tu te dis waouh, le gars vraiment, il y a mis ses tripes, quoi. Ouais, c'est du respect, et c'est pas le petit mec qui a écrit un PDF à 10 euros en 1 heure avec ChatGPT, machin. T'avais plein de petits produits à la con comme ça sur LinkedIn qui étaient un peu nazes d'ailleurs. J'avais pu en avoir quelques-uns par des gens qui s'étaient fait avoir, entre guillemets, ou qui avaient voulu benchmarker. Et tu dis, mais what, limite, c'est indécent de demander de la thune pour ça. Et en fait, on en revient au fait de mal comprendre des concepts américains qui est à la base, tu vois, cette notion de petits produits, parce que typiquement, c'est surtout ça dont on parle. Les formations, c'est un autre problème quand elles sont merdiques, ça c'est un autre sujet. Par contre, ce petit produit à généralement moins de 30 balles ou 50 balles, qui est censé être un achat d'impulsion, bah, le but de ce produit, à la base, je crois que c'est Russell Brunson qui avait théorisé ça dans ses stratégies de funnel, c'est que du coup, la personne, elle met sa carte bleue, et du coup, derrière, c'est plus facile d'upseller parce qu'en back-end, tu as tout un système qui va créer l'upsell et tu vends ta vraie formation sur ces gens qui ont créé ce petit produit. Ça a été un peu galvaudé parce que tu as plein de gens qui ont acheté ça, enfin, qui ont vendu ce genre de produit. Il n'y avait pas forcément quelque chose derrière, ou c'était un accompagnement, ou des cohortes, ou machin, ou j'en sais rien. Bon, mais en vrai, quand tu vois la valeur du PDF, tu te dis, mais du coup, ça doit être un peu nul. Et le but, normalement, de cette offre-là, mais c'est un point qui est très courant aux US et qu'on oublie trop souvent en France, en tout cas dans ces offres-là, c'est que le but, que ce soit tes lead magnets gratuits, que ce soit tes petits produits à 20 balles, ou même que ce soit si tu fais du Better Call sur 1 heure ou un truc comme ça, le but, c'est que c'est un petit produit, c'est un petit ticket d'entrée, il y a beaucoup plus de gens qui vont l'acheter par rapport à ton offre à étiquette derrière sur, par exemple, l'accompagnement de Mavericks où c'est un abonnement, ou nous sur la partie agence où c'est finalement des frais d'agence, donc c'est un peu plus conséquent que d'acheter un PDF à 20 balles forcément. Mais le but de ce lead magnet gratuit, de ce PDF machin, c'est de surdélivrer à mort. Pourquoi ? Parce que les gens vont se dire, ok, son contenu gratuit / pas cher, il est tellement costaud que l'accompagnement payant derrière, ça doit vraiment être quelque chose. Et donc le but, c'est oui mettre un pied dans la porte. Ça, les Français ils l'ont bien compris parce que quand il s'agit de faire une page de vente avec un Stripe à 29 balles, bizarrement tout le monde savait le faire. Par contre, quand il s'agissait de mettre énormément d'efforts, mettre énormément de valeur dans un produit, là tout de suite c'est beaucoup moins de monde. C'est marrant que t'en parles parce qu'il y a pas longtemps, justement, j'ai fait une masterclass, justement, de quelqu'un qui parlait. Je sais que cette personne-là, elle consomme énormément de contenu hors musique.
et je me suis emmerdée pendant 2 heures pendant que cette personne-là, elle parlait. Et en fait, ça a été rédhibitoire pour moi au bout de 20 minutes quand il a voulu définir le CAC, qu'il a totalement mal défini. Et en fait, je me dis, mais attends, le gars qui veut parler de la dormosie sur 2 heures, il définit même pas correctement son CAC. Bon, moi, ça m'a coûté 20 balles, j'ai fait des choses formidables à côté, donc ces 20 euros là, je les ai rentabilisés et bien loin depuis. Mais je me dis, mais du coup, ce gars-là, si à 20 euros, il m'a totalement déçu, qu'il va lancer quelque chose derrière, ça j'en suis persuadée, de toute façon, c'est la logique derrière. J'ai dit, mais ce gars-là, ce sera rédhibitoire et rédhibitoire, mais pendant tellement longtemps. Alors que le truc m'intéressait vraiment de base, quoi, la promesse qu'il avait. Mais c'est aussi là, il faut faire attention parce qu'on se dit, ouais, mais ça va me coûter 20 euros, je vais ramener 20 personnes, donc voilà, je me fais 400 là comme ça. Bah ouais, mais mets la value déjà sur là, c'est 20 euros là et ces 2 heures là, parce qu'en fait, t'as perdu. Je vais pas passer 500 ou 1000 balles dans un truc que ce mec-là va sortir, quoi. Ouais, tu crames ta réputation en fait. Et tu as ce sujet de dire, en fait, si tu fais un produit comme ça, tu peux. Là, c'était le problème, je pense. Je vois bien le webinaire dont tu parles. Le souci, c'est que ça ratissait très bas. Et du coup, il offrait, je pense, beaucoup de valeur à une cible beaucoup moins mature. Mais du coup, si l'upsell, c'est un produit high ticket pour des gens matures, c'est pas du tout la même chose que si tu vends un produit mid-ticket à des gens qui sont en démarrage ou autres, qui du coup, par un ticket beaucoup plus bas. Et là, par exemple, ce genre de webinaire où tu mets très peu de valeur, bah oui, quelqu'un qui démarre, qui fait moins de 5K par mois, tu peux éventuellement aller lui pousser un petit accompagnement ou un infoproduit à 400, 500 balles, mettons même 1000 balles. Par contre, derrière, un vrai produit avec lequel les gens vont interagir, vont se mouiller et que tu peux vendre 5000 et plus, bah tu le vends pas du tout avec un webinaire comme ça parce que tu as décrédibilisé ton offre auprès de la cible high ticket. Donc en fait, tu as aussi cette notion quand tu fais les petits PDF à la con, là, c'est de dire, ok, il y a des gens, je vais les volontairement faire en sorte qu'ils n'achètent pas, qu'ils ne trouvent pas de valeur même dans ma page de vente. Pourquoi ? Pour pré-filtrer mon back-end et mes upsells derrière. Parce que c'est des gens qui vont venir polluer ton cycle de vente, qui vont venir polluer éventuellement tes closers, etc. Et du coup, tu filtres ça et ça te fait normalement un clean assez fort assez clivant entre ceux qui peuvent acheter et ceux qui ne sont pas dans ta cible. Là où du coup, tu peux aussi avoir des gens qui vont dire bah non, en fait, moi je veux tout le monde, machin. Et c'est pour ça que tu le vois sur les lead magnets même. Tout le monde sort des lead magnets aussi, surtout en agence. Je sais rien, on le fait aussi. Mais le problème des lead magnets en général, c'est tu vas en avoir deux sortes. Tu vas avoir ceux qui apportent vraiment de la valeur et ceux où c'est la même chose que tout le monde. Et en fait, ceux où c'est la même chose que tout le monde, tu as deux effets derrière. C'est soit tu passes pour quelqu'un de non différenciant et tu vas quand même ratisser auprès de gens qui sont des non-sachants et qui vont quand même pouvoir mettre un peu de thunes, mais c'est pas forcément ceux qui sont assez matures pour aller chercher de la LTV quand tu es une agence. Donc tu vas pas pouvoir les garder très longtemps parce qu'en fait, ils sont hyper volatiles. S'ils sont hook par un lead magnet un peu plan-plan, c'est qu'ils ont une maturité très faible sur le sujet. Ils vont faire de l'agence hopping, on parlait de niche hopping tout à l'heure, mais en fait, ils vont aller d'agence en agence tous les 3-6 mois. Et ça, en fait, c'est des clients toxiques qu'il faut éviter, limite. Il faut vraiment leur mettre des red flags à ce niveau-là. Et de l'autre côté, oui, ça montre que tu connais les basiques. Ça, c'est un sujet. Mais rien n'empêche, derrière, et c'est là où les concepts de machine inbound, moi j'avais bossé avec Cédric Costa qui est hyper chaud sur le sujet, derrière, de toute façon, tu vas avoir un scoring parce que tu vas pas faire un tunnel tout simple où tu fais le lead magnet, le call, le machin. Tu vas pousser une ressource, tu vas attendre que la personne l'ait consommée. Tu vas en pousser une deuxième qui a un step un peu plus élevé. La personne est toujours en phase découverte, elle devient un problème aware, comme on dit. Je sais qu'il l'a expliqué dans le webinaire de 2 heures. Là. Elle devient problem aware, puis solution aware, et ensuite, là, elle commence à te considérer comme un éventuel prestat. Mais derrière, elle a appris quels étaient les contours de son problème, elle a appris comment on pouvait le résoudre, et comment toi, tu fonctionnes pour résoudre ce problème. Ce qui est bien, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à faire ça, c'est que si la personne, elle voit comment résoudre son problème, mais quand toi, tu expliques tes études de cas et elle voit comment tu bosses, vous n'êtes pas compatibles parce qu'en fait, la personne, elle veut que tu viennes sur place dans
dans la banlieue parisienne, pendant les JO, de 8h à 20h, toi, tu dis bien que tu fonctionnes pas du tout comme ça, que tu fonctionnes en asynchrone avec des process et que c'est pas customisable et machin parce que ça résout un problème spécifique, bah c'est tout. En fait, elle est problem aware, elle est solution aware, mais elle va aller voir quelqu'un d'autre qui est prêt à aller souffrir pendant les JO à Paris, etc. Mais quelqu'un qui se dit non, moi je veux juste la résolution à ce problème, le mec il a pas l'air trop con, je comprends sa façon de penser, je comprends ses études de cas, bim, il y a un match. Mais c'est complètement différent, c'est beaucoup plus, pas forcément long, mais en tout cas, mentalement, c'est un chemin qui est beaucoup plus long que juste de dire ok, la personne elle a acheté un PDF à 29 €, je lui envoie un closer qui est payé que à la commission, et puis j'essaie absolument de lui vendre un truc. Ça n'a rien à voir. Et je dénigre pas, encore une fois, le contenu à 29 balles, s'il est bien fait. T'en as quelques-uns, tu vois, tu prends des petites offres comme ça aux US, t'as des pépites, des fois à 29 balles qui tombent dans ton fil Facebook Ads. Derrière, les mecs, ils essayent de te vendre des upsells, mais tu vois, sur YouTube Ads, encore récemment, j'ai pris un petit produit, ça devait être genre 9 balles. Bon, bah écoute, c'était juste un script, mais ça me donne envie de le tester parce que le script, tu vois qu'il a été validé, il est backé, etc. Il est imbuvable pour la France et il marchera pas pour la France. Par contre, sur le marché US, j'ai envie de le tester. Mais derrière, nous, on a des gens sur LinkedIn, surtout, qui vendent des PDF à 27 balles, où c'est un PowerPoint où t'as rien dedans, quoi. Ouais, moi je fais un peu la métaphore avec Tinder. C'est que quand tu installes l'appli, c'est pour trouver quelqu'un. Et en fait, si tu te mets bêtement à swiper à droite pour avoir un maximum finalement de likes, bah t'étonnes pas derrière que tu vas passer un date qui est totalement pourri et que tu vas pas trouver la personne qui correspond. Alors que si tu filtres déjà sur des centres d'intérêt ce que tu penses est une personne qui te convient, bah là t'as quand même quelque chose qui est déjà plus qualitatif et t'as pas surtout perdu ton temps avec des gros relous qui vont juste te faire perdre ton temps et ton argent au bout d'un moment. Et en fait, c'est aussi, mais ça, c'est une vision très court-termiste. Pourquoi? Parce que je reprends toujours l'allégorie de Tinder là. C'est qu'en fait, t'as ce truc de flatter, d'ego et d'avoir du résultat tout de suite. Donc toi, t'es content d'avoir du résultat tout de suite, mais c'est très court terme en fait. Tu vas forcément avoir quelque chose de court terme qui sera pas durable. Alors c'est dur de dire non à un prospect qui est prêt à te donner de l'argent, mais sur le long terme, tu sais que tu vas servir que des personnes où tu es aligné et ça va vraiment matcher et tu vas être dans une relation qui est durable. Ouais, carrément. Et c'est un travail de fond, pour le coup, et enfin, de fond et un shift mental quand même à faire, comme tu dis. Il faut être prêt à laisser de l'argent sur la table. Enfin, à Paris, on a beaucoup de mal en France là-dessus. Et au final, le truc, c'est que tout le monde, surtout en agence, tout le monde a une histoire de client toxique qu'il n'aurait pas fallu prendre ou qu'on ne savait pas servir et qu'il n'aurait jamais fallu signer et où on regrette. Et pourtant, on l'a pris quand même. Pourquoi? Parce que ça avait l'air d'être soit facile, soit c'était un gros budget, soit bah, la personne, elle a vraiment insisté pour bosser avec nous alors qu'on avait bien fait comprendre limite que c'était pas nous. Et tout le monde a une histoire comme ça, tu vois. Même à l'agence, je me souviens, on avait pris une marque, il y avait zéro product market fit. On nous a dit, mais si, les gens adorent mon produit, machin et tout. Ouais, ok. Soit, tu me dis qu'en organique ça marche et tout, très bien. On va te lancer en ads. Ok. Et en fait, tu te rends compte que le produit, il a zéro product market fit. Il a un taux de conversion sur le site qui était genre à 0,05%, chose comme ça, sur de l'organique. Donc c'est pire. Et là, c'était un four. Mais au bout d'un mois, on a dit non, mais en fait, désolé, on te facture même pas. Et ne revient jamais, en fait. Et on l'a dit gentiment. Mais, et la personne, elle était hyper en demande et en même temps, elle voulait tout changer dans les process. Donc en plus, tu voyais qu'il y avait un côté assez flag là-dessus sur bah, tu nous prends parce qu'on sait, mais tu veux t'immiscer dedans alors que tu n'as aucune expertise ads. Tu es vraiment quelqu'un qui avait plutôt une expertise produit. Et tu dis, mais en fait, il n'y a rien à sauver. Hein. Et éventuellement, ça finira par marcher par itération produit en organique et après revient. Mais tu as juste envie de dire, qu'est-ce que j'ai fait au moment où j'ai signé ça en fait? C'est ça, et tu vois, je pense que c'est aussi là où finalement, si la lifetime value des agences aujourd'hui, elle est à 5 mois et la tienne est à 16,5, c'est pas parce que, je sais pas, tu dis non à plein de projets et tu prends que les projets où on te signe pendant 5 ans. Loin de là, bien au contraire, il n'y a pas d'annonceur qui te signe pour 5 ans. Mais que par contre, en fait, tu as identifié le besoin et tu as identifié qu'en face, il y avait surtout, tu pouvais le servir comme il le voulait, comme il l'entendait. Parce qu'en fait, là, finalement, ce qui se passe, tu vois, je reprends l'allégorie de ma relation, c'est qu'en fait, là, tu vas t'engueuler, jusqu'au point où, bah ouais, ça va être la rupture.
Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tellement engueulés qu'en fait, vous êtes tous les deux super vénères. Et en fait, t'auras juste perdu 6 mois de ta vie pour strictement rien. Et c'est pas. Donc, nous, on peut très bien trouver des clients avec qui ça matche plus et avec qui on donne ce delivery qu'on peut avoir. Mais aussi, cette personne-là, l'annonceur, il y a forcément quelqu'un qui correspond aussi à son besoin et qui va savoir le délivrer. Et je pense aussi, c'est ça aujourd'hui le vrai problème chez les agences en général, c'est qu'en fait, on dit oui à absolument tout et n'importe quoi. Ouais, t'as ce côté dire oui et en plus mal servir et ça fait un cocktail qui est assez désastreux finalement. Donc, t'en reviens au. Normalement, dans Offers, Hormozy le dit, t'as normalement un canal de vente pour une offre, pour un avatar, donc un type de business que tu es censé aller servir. Donc le risque, en tout cas quand tu transposes ça sur le marché français, c'est de dire ok, du coup il faut que je fasse que du Google Ads pour les taxidermistes dans la Creuse. Je prends toujours cet exemple-là, je sais pas pourquoi, un peu trop mal là-dessus. Et sauf qu'en fait derrière, t'as la notion qui est peut-être dans le bouquin, j'ai un doute, mais sur le TAM, le Total Addressable Market, où en fait, tu dis, ok, mais en fait, mon potentiel économique, si je fais du Google Ads pour les taxidermistes de la Creuse, c'est de réussir à prester pour environ 500 € par mois. Donc en fait, mon idée de business, elle est pourrie. Donc si, avec un canal de vente, donc mettons, tu fais du LinkedIn, ok, très bien. Tu vends à des e-commerçants sur une verticale en particulier. Tu vois, par exemple, nous, sur Mobilier Déco, on a pas mal de cas clients. Ok, les deux canaux fonctionnent bien ensemble, très bien. Et tu vends cette version de marketing holistique en Done With You ou Done For You. Bon, déjà, j'ai 2 offres, donc c'est pas ouf. Mais passons. Là, tu te dis, ok, le marché des e-commerce sur une verticale aussi importante, qui est un marché à plusieurs milliards en France, tu te dis, ok, il y a un marché total adressable qui est suffisant pour que je puisse aller vendre pour au moins un montant significatif, en tout cas suffisamment important pour l'agence. Ouais, et je trouve que ça résume bien un concept que j'ai lu il y a pas longtemps. Alors, je me souviens plus qui est-ce qui écrivait ça, mais c'est un peu ce complexe multiplicateur qui disait que 1 puissance je sais pas combien, ça fera toujours 1. Alors que si t'essayais sur un produit fois 2 niches fois 3 tunnels de vente, ça fait déjà 6. Et ça fait 6 fois plus d'efforts à fournir. Et en fait, c'est juste. Ça te consomme un temps qui est dingue, de l'énergie qui est dingue pour finalement peu de résultats, quoi. Donc, il faut vraiment décomplexifier, simplifier. Et c'est là aussi, je pense qu'aux États-Unis, ça va être très intéressant à voir parce que on a moins ce truc de perfectionniste et il lance, et surtout avec Hormozy, quoi, qui dit tu fais le job et puis c'est tout. Tu testes et t'apprends. Et c'est aussi un peu ce que je veux voir avec le workshop, c'est qu'il y a eu les 6 premiers mois de l'année. Bon, là, on est en début juillet. On va y aller en début septembre, donc il y aura les 9 mois déjà écoulés et il y aura les 3 derniers mois de l'année. Et comment en fait je vais faire évoluer tout ça et comment je vais traduire tout ça. Je me souviens que toi quand t'es rentré, ça a dépoté derrière et en fait on n'a jamais aussi bien servi que depuis que t'es rentré. Et il y aura encore des étapes où on va faire que monter, monter, monter. Et c'est aussi ça que j'ai envie de voir. Et du coup toi, qu'est-ce que t'attends finalement de ce deuxième workshop? Le premier workshop, moi j'avais un peu peur sur un sujet qui était le truc que tu vois pareil souvent dans le scaling à la francophone, c'est de dire il faut de toute façon moins bien servir tes clients, machin. Et moi je savais que je voulais pas revenir là-dessus. Et quand tu écoutes la diaspora LinkedIn ambiante, c'est de dire ouais, mais en fait, tu peux pas faire grandir ton agence si tu casses pas des clients. Or, moi, de toute façon, quitte à faire ça, autant arrêter l'agence ou la faire vivoter à ce niveau-là. Et en fait, non, tu te rends compte que suite au premier workshop, oui, on a mis en place plus de choses pour nous, pour l'agence. Je pense on travaille plus aussi sur nous, plutôt que dans le business, en tout cas. On a revu notre stratégie de contenu, la stratégie édito, même la stratégie de formation qu'on avait déjà très fort, parce que tu avais des gens qui passaient au moins 10% de leur temps en formation. Donc ça fait une demi-journée par semaine pour chaque consultant qui est passé en formation. Là, on l'a structuré encore sur un niveau qui est plus important. Et de toute façon, tu l'as vu, j'avais fait un loom qui durait pas loin d'1 heure, je crois, où je proposais toutes les bases de stratégie. Et en fait, tu te rends compte que on arrive à grandir, on a bien grandi déjà depuis, et en plus, on sert mieux nos clients existants
parce qu'on arrive encore plus à dézoomer, à apporter du levier sur leur business. Et tu vois, les NPS qu'on a eu là encore, où on a eu des 10 hyper marqués avec ne changez rien, parfait depuis 2 ans, etc. Bon, bah ça fait plaisir. Et tu dis, ok, mais en fait, du coup, ça veut dire qu'on arrive à grandir et en plus à améliorer le niveau de service. Donc, c'est un gagnant-gagnant magistral. Et donc, ça, c'est le gros takeaway, on va dire, du workshop 1. Et le niveau 2, pour le coup, c'est... il y avait une contrainte qui avait été identifiée au premier workshop, qui était de dire qu'on n'investissait pas assez en nous, justement. On était très introspectif. On investissait beaucoup, par exemple, sur la formation. On achetait énormément de trucs. On investissait beaucoup de temps sur les process, sur l'automatisation, etc. Et on créait quand même pas mal de contenu. Mais voilà, c'était du contenu. Il y avait beaucoup de LinkedIn à l'époque. Il y avait quelques lead magnets, etc. Et finalement, on avait des dépenses marketing ads qui étaient à 0. Alors que normalement, en ads, on n'est pas trop con. Donc, l'idée, c'était de réinvestir une partie là-dessus. De moi réussir à déléguer une bonne partie de mes tâches à des personnes qui savent très bien le faire. Tu vois, t'as Anna qui est arrivée, qui m'a repris tout le sujet administratif, j'y touche quasiment plus aujourd'hui. T'as Laetitia D qui est arrivée sur toute la partie gestion des montages, que ce soit pour ta chaîne ou pour la mienne, et où du coup on a juste à tourner là comme des clampins, et derrière tout part dans le système avec nos camarades monteurs et tout. Et l'idée, c'était ce gain de charge mentale, il a été énorme, ce qui permet de réinvestir derrière. Et du coup, pour le deuxième workshop, je me dis, ok, maintenant j'ai tout ça en place, ça commence à prendre forme. C'était beaucoup d'impact en termes de charge, en termes de temps, en termes d'argent. Pour le coup, on a réinvesti tous les profits. Moi, j'ai réduit ma rémunération pour le coup pour financer tout ça. Je le regrette pas. J'ai eu peur les 2 premiers mois, on va dire. Mais tu voyais qu'il se passait des choses, tu voyais qu'il y avait plein de messages qui tombaient, etc. Et là, on a eu les premiers clients qui sont tombés via le contenu post-workshop. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire aussi qu'on a réduit le délai avant conversion. Donc ça, c'est très cool. L'idée du niveau 2, c'est vraiment de dire, ok, on a le système qui marche, on a le système sales qui commence à se mettre en place avec une espèce d'inbound sous stéroïde versus notre inbound tout petit que tu avais avant. C'est à l'image des deux chiens, là, le tout petit chien qui pleure et le chien avec les muscles, là, le petit même. Bah, l'idée, c'est d'avoir le chien avec les muscles, là, et dire, ok, moi, j'avais des devoirs à faire avant le workshop 2 qui était très focus sur cette génération de leads et sur le closing un peu moins, parce que pour le coup, on a un taux de closing qui est assez bon, puisqu'on est à 80%, donc 4 prospects sur 5 qui signent et qui deviennent clients. Mais le problème, c'était le flux entrant, parce que comme on était full inbound, il n'y a jamais eu de problème, on n'a jamais été en détresse, mais tu n'as pas de robinet que tu peux ouvrir. Et du coup, l'idée, c'était de créer ce nouveau levier payant, ou en tout cas un inbound sous stéroïde, tu vois, de booster des contenus organiques et de les mettre plus en avant pour aller chercher la cible et ratisser plus. Ça, c'est vraiment le truc où j'espère avoir les bons résultats à montrer en septembre. Et c'est de retourner voir surtout Paul, le head of marketing de Hormozy, et dire ok, what's next, j'ai tel et tel use case, j'ai réussi à créer ça, maintenant c'est quoi le niveau supérieur, et si je peux rajouter une attente, je ne demandais qu'une, mais si je peux en rajouter une, c'est que tout le contenu audiovisuel et branding qui est sorti de là, ça avait été bossé avec Caleb, qui est le head of brand de Hormozy, qui avait bossé avec Gary Vee, qui est un mec génial, qui roule en pick-up et en Harley Davidson, donc on a bien sympathisé là-dessus, et qui m'a fait toute ma strat YouTube et podcast, et avec le relais, il bosse avec Michael aussi, qui est un expert YouTube dans son équipe, et les mecs sont géniaux, et de toute façon, tu vois, la chaîne YouTube, elle a glow up hyper vite. Là, l'idée, c'est de me dire, ok, maintenant j'ai popcorné plusieurs contenus différents, je remets ma ligne édito, je la remets face à des KPI derrière, qui sont pas les vues, pour le coup, jamais les vues sur YouTube. Et c'est de me dire, ok, bah du coup, ma feuille de route contenu de septembre à décembre, ce sera quoi? Donc c'est un peu comme toi, c'est quelle va être la fin d'année en fonction de ce qu'ils vont me dire sur l'inbound sous stéroïde, donc il y a du all-bound, hein, c'est inbound plus outbound, et qu'est-ce que je vais faire côté contenu, même si bah voilà, il y a une phase exploratoire que tu peux jamais
réduire où c'est tu vas chercher la donnée et pour aller chercher la donnée, il faut se lancer forcément. Eh bien, plus qu'à. C'est ça. Bon. Et d'ici, allez, on est début juillet comme tu disais. D'ici à ce qu'on se retrouve pour peut-être un prochain épisode, c'est quoi le gros focus là que tu veux tacler dans les prochaines semaines? Moi, c'est pareil, hein, c'est le contenu. J'ai fait j'ai fait un gros travail de contenu et je me suis arrêtée net, ce qui fait que c'est trop débile parce que j'ai juste pété mon reach, j'ai pété mon audience, je dois un peu recommencer de zéro. Et là, je voudrais faire en sorte que les efforts que je vais y mettre, je les fasse sur la durabilité. C'est aussi là où ça a vachement aidé parce que je sais qu'aujourd'hui, en interne, on a les personnes aussi qui nous aident aussi vachement et qui nous déchargent mentalement énormément parce qu'on a réussi à faire les bons recrutements et à partager plutôt ce mindset plutôt que cette mise en PO opérationnelle. Et c'est ça que je trouve qui est génial, c'est qu'on a vraiment une grosse synergie qui fait que chacun est plus ou moins déchargé mentalement, là où il est un peu moins fort. Et donc moi là vraiment le focus c'est le contenu, mais le contenu vraiment sur tous les canaux. J'ai vraiment envie là d'accélérer parce que je sais, là je l'ai vu il y a pas longtemps une vidéo de Gary Vee où il y a une dame qui lui vient lui poser une question et en fait il dit tu poses combien par semaine sur LinkedIn et elle veut pas lui répondre. Et lui il répète sa question, il répète les questions, elle a coupé hein. Et elle dit on essaye de publier 2 fois par semaine et t'as Gary Vee qui s'en va. Il veut même pas lui parler. Il dit et après il se retourne quand même pour lui dire tu reviendras quand tu posteras 5 fois semaine. Et vraiment les Hormozy c'est écrit hein, c'est vas-y il faut proposer ce contenu là. Donc je veux pas arriver en septembre les mains dans mes poches pour qu'ils me disent crée du contenu. C'est totalement débile, je le sais. Moi je veux que vraiment ça ce soit déjà mis en place et qu'on aille plus loin comme tu l'as fait finalement avec Make Sense for Digital. Ouais, et même la première question qu'il lui a posée, j'avais vu la vidéo, c'est combien de contenu vous postez chaque jour? Ils en sont là. Et même chaque jour. Hormozy, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est 40 ou 80 contenus par jour qui sortent, toutes plateformes confondues. Bon, après, lui, son budget média sur l'année dernière, c'était 3 millions en création de contenu. Donc bon, c'est un autre sujet. Merci Maxence d'avoir pris tout ce temps vraiment pour décortiquer déjà le premier workshop et quelles sont nos attentes pour le deuxième, voir un peu tout ce mindset. Et on se retrouve aussi très prochainement sur un peu les points d'étape là qu'on vient d'évoquer avec Maxence, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après Hormozy. Et ça, on est vraiment trop content de pouvoir aussi le partager tout simplement. Et c'est des choses, encore une fois, qui sont des contenus vraiment à forte valeur ajoutée, parce que si c'est tout ce temps de recherche et de consommation de contenu qui est totalement importante. Et donc on se retrouve à très vite pour parler du workshop d'Hormozy. En attendant, abonnez-vous.